Bienvenue à toi sur Nakama Chris, le podcast qui remet absolument tout en cause, y compris sa propre existence. Je suis extrêmement content de te retrouver, ça me fait vraiment super plaisir de te faire tous ces épisodes de l'été, mais j'espère qu'ils survivront plus longtemps que simplement ces 3 mois. Bref, dans cet épisode, je vais te parler des histoires qui sont valorisées par la société et donc par les gens, alors que c'est de la merde. Voilà, désolé, on rentre fort dans le vif du sujet. Et ces histoires qui sont valorisées par les gens de la société, elles peuvent avoir un fort impact sur nos vies, alors qu'on s'en rend même pas forcément compte. C'est de ça dont on va parler. Pardon. Donc, je vais te donner plein d'exemples, je vais essayer de te dire, selon moi, pourquoi est-ce que ces visions du monde nous font fantasmer. Et je vais aussi essayer de dépeindre les problèmes que ça peut avoir. Et puis, en fin d'épisode, je te proposerai une analyse globale de tout ça avec quelques solutions que j'ai à te proposer. Bref, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Je te souhaite une très bonne écoute si jamais tu es en voiture, en train d'aller ou de revenir du travail, si tu es en train de faire ton sport, si tu es en train de faire ton ménage. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Et on démarre tout de suite, sans plus attendre, avec la vision, l'histoire que la société nous raconte, qui est, au lieu de dire qu'on déménage, souvent on va avoir tendance à dire « j'ai tout plaqué pour X ». Voilà. Donc il y a deux choses à analyser dans cette grande histoire. Il y a le fait de tout plaquer et il y a le pour X. Donc attaquons-nous d'abord au j'ai tout plaqué. Alors tout plaqué, ce qu'on sous-entend par là, c'est que j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté ma maison ou mon appartement, mais j'ai aussi quitté mes proches, c'est-à-dire j'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma famille. Potentiellement j'ai tout plaqué, donc j'ai quitté mon travail. Voilà. Donc j'ai pris tout ça et je l'ai mis derrière moi. Voilà, c'est vraiment ce que veut dire ce « j'ai tout plaqué pour », alors qu'on pourrait très simplement dire « j'ai déménagé ». Alors, je sais que cette phrase, elle n'est pas toujours utilisée dans le sens de « j'ai déménagé », mais parfois, voilà, j'ai déménagé à Toulouse, on va dire « j'ai tout plaqué pour m'installer à Toulouse ». Et donc, j'ai tout plaqué pour X. X, qu'est-ce que ça peut être ? Eh ben, ça peut être plein de choses. Et comme d'habitude, j'ai mes notes sur le côté. Donc, si jamais tu me regardes sur YouTube, eh bien, tu me vois regarder mes notes. Mais si jamais tu ne me vois pas et que tu m'écoutes sur Spotify, Deezer, Apple Music ou que sais-je, voilà, pour toi, ça ne changera rien. Mais si jamais tu as envie de me voir, sache que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, chaîne YouTube Nakama Chris. Et que également, si tu veux me laisser un commentaire, ça se passe également sur YouTube. Et sur ta plateforme préférée de podcast, tu peux également me mettre 5 étoiles. Merci beaucoup à toi si tu fais ça. Bref, donc tout plaqué pourquoi ? Eh bien, tout plaqué, par exemple, pour aller vivre là-bas. Donc, un endroit qui est censé être souvent stylé. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour la société, plus c'est loin, plus c'est stylé. J'ai tout plaqué pour aller vivre dans les montagnes en autonomie complète. Ça aussi, ça fait fantasmer. Ce truc de je vais me mettre en autarcie, fuck les autres. À partir de maintenant, il n'y a plus que moi qui compte. On pourrait mettre aussi là-dedans, dans le même sac, tout plaquer pour s'isoler et se reconnecter. Voilà, ce besoin de reconnexion à soi-même. Faire une introspection, comprendre ce qu'on veut vraiment profondément, qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes et pour ce monde. Ou encore, plus classique celui-là, tout plaquer pour faire le tour du monde. Voilà, parce que pourquoi pas. Alors, à chaque fois que je vais te dépeindre une vision, voilà, cette espèce de storytelling valorisant qu'on se raconte, nous, dans la société, je vais essayer de te décrire pourquoi, selon moi, ça fait fantasmer. Pourquoi ça fait fantasmer de dire « j'ai tout plaqué pour faire le tour du monde pour m'installer dans cet endroit qui est loin, au Canada, en Australie ou que sais-je ». Déjà, je pense parce qu'il y a cette notion de « je mets tout derrière moi ». Et ça, c'est un truc qu'on aime bien. Si tu as déjà quitté ton taf, alors parce que tu t'es fait virer, je sais pas, mais peut-être parce que tu as démissionné ou tout simplement que c'était la fin de ton CDD ou de ta mission, tu connais cette joie qu'on a, nous, les êtres humains, quand on se dit « lundi, je retourne pas au taf ». Donc tous les projets et donc les problèmes qui étaient liés à mon taf actuellement ou à ma mission, c'est bon, je les mets derrière moi et basta, j'en entendrai plus jamais parler. Ça fait fantasmer les êtres humains. On aime bien ce truc de dire, il n'y a pas eu une évolution lente, il y a eu une coupure drastique à un moment donné de ma vie et ça s'arrête
pour commencer autre chose. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce truc de tout plaquer, ça fait un peu fantasmer. Mais je pense aussi que, donc ça c'est vraiment pour le côté tout plaqué, mais il y a aussi le côté pour aller vivre là-bas, pour vivre dans les montagnes en autonomie complète ou pour faire le tour du monde. Ça c'est une vision glamourisée, si je puis dire, du monde. Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est bien vu, ou en tout cas c'est valorisé par les gens, le fait de faire ça. De tout plaquer pour partir loin, ou de tout plaquer pour faire le tour du monde. D'ailleurs, faire le tour du monde, c'est un truc qui est ultra valorisé, je trouve. Le fait de, alors, d'un côté de prendre l'avion, mais aussi d'aller dans plein de pays, de voir plein de choses, de voir plein de cultures, de rencontrer plein de gens, de vivre des expériences folles, etc. Je crois qu'on va en parler un tout petit peu plus loin. D'ailleurs, je vois beaucoup ce phénomène, parlons-en, parce que je pense que c'est le meilleur moment pour en parler. Alors moi, j'appelle ça les collectionneurs de drapeaux. Ce sont des gens qui vont mettre souvent en bio Insta, qui vont mettre les drapeaux des pays qu'ils ont visités. Voilà. Alors, je me doute bien que ça part pas du tout d'une mauvaise intention, mais en tout cas, dans un monde où on va connaître la contraction énergétique, est-ce que c'est une bonne chose de valoriser ça ? Honnêtement, je ne sais pas. Après, ce que je me dis, c'est que tant que ça, disons plutôt à la limite, si ça ouvre les manières de penser, le fait de visiter beaucoup de pays, pourquoi pas ? Mais souvent, j'ai l'impression, pas toujours le cas, mais parfois j'ai l'impression que on va dans un pays 2 jours, on le met dans sa bio Insta, alors qu'en réalité, on n'a rien vu du pays, on n'a rien vu de la culture, on n'a même pas parlé à un local, mais on utilise ce drapeau comme un badge, comme un trophée à mettre sur Instagram. Voilà. Bon, je veux juger absolument personne, même si peut-être que je suis un peu en train de le faire, je sais pas. Mais voilà, juste, je voudrais, si jamais tu fais ça toi aussi, si tu connais des gens qui font ça, je voudrais juste que voilà, tu t'éveilles un petit peu plus et voyager, c'est pas une action sans conséquence, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Bon, quel problème ça a réellement, même si on a déjà commencé un petit peu à en parler. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de tout plaquer ? Ça, c'est idéalisé, c'est fantasmé, ce fait de tout plaquer, on en a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout plaquer ? Je pense qu'aujourd'hui, on vit une ère où tous les messages qu'on entend, la plupart des messages qu'on entend, ne soyons pas extrémistes, sont extrêmes. Voilà. Donc moi, il ne faut pas que je rentre dans cette catégorie. Je dois rester nuancé, parce que c'est comme ça que je réfléchis. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin, nous, les êtres humains, de tout plaquer, de faire cette fameuse rupture ? Je suis pas sûr. Souvent, la réponse à tes problèmes, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose de plus nuancé, c'est un compromis, c'est une évolution vers quelque chose. Il est fort probable que l'intégralité de ton quotidien ne soit pas négatif, et donc que tu n'aies pas tout à changer, mais simplement à changer quelque chose, quelques trucs, ou à faire évoluer quelques trucs. Mais tu dois probablement pas tout prendre pour faire table rase de tout ce qui s'est passé et tout reconstruire à partir de zéro. Même si je comprends bien l'envie. Et moi aussi à une époque, j'ai eu cette envie de... Après mes études, c'était très stylé de partir en Australie. Je crois que ça l'est toujours un petit peu aussi, même s'il y en a beaucoup depuis qui sont partis au Canada aussi. Aujourd'hui, les destinations comme Bali ou Dubaï, je sais que ça fait aussi pas mal rêver, notamment dans les milieux un peu d'entrepreneurs. Et donc, moi aussi, j'ai eu cette envie de me dire, après mes études, nique sa mère, je pars en Australie et je fous tout derrière moi. Bon, au final, je ne l'ai jamais fait. Et quand je vois les monstres qu'il y a là-bas, je parle bien d'animaux et d'insectes, je pense que je suis content de ne pas y avoir été. Et donc, la deuxième question, deuxième problème que je pourrais soulever, c'est est-ce qu'on a besoin de aller vivre là-bas égale loin, et est-ce qu'on a besoin de faire le tour du monde ? On en a déjà parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de l'isolement complet, tiens, moi je vais aller m'installer dans cette montagne ou dans cette forêt, construire une maison bien au chaud, ou quand il va pleuvoir sur le Vélux, je vais me sentir bien. Est-ce que c'est une bonne chose de s'isoler complètement ? Je suis persuadé, personnellement, que non. C'est une mauvaise chose. Parfois, évidemment, on en a marre des êtres humains, on en a marre de nos congénères, on a nos problèmes, mais je ne pense pas que s'isoler complètement soit la solution, y compris pour les gens qui sont introvertis. Pendant longtemps, moi-même, j'ai cru que j'étais introverti. Il se trouve qu'en fait, je viens plutôt puiser mon énergie chez les autres. Donc, peut-être que je ne suis pas le mieux placé pour te parler de ça, mais connaissant quand même pas mal d'introvertis, puisque généralement, je m'entends bien aussi avec eux, s'isoler, je pense que c'est jamais une bonne chose. C'est bien d'avoir des temps pour soi, pour pouvoir
se reconnecter, faire le truc que tu aurais envie de faire en partant en montagne, mais c'est pas forcément une bonne idée de s'isoler complètement, tout simplement parce que biologiquement, nous ne sommes pas codés pour ça. Et autant la société évolue vite, nos technologies évoluent vite, nos lois évoluent, il y a plein de choses qui évoluent, mais s'il y a bien un truc qui évolue pas, ou en tout cas qui évolue très 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 lentement, c'est la psychologie humaine et notamment nos besoins fondamentaux. Et nos besoins sociaux, ils sont là depuis la nuit des temps, et ils vont certainement perdurer pendant encore de bonnes centaines de milliers d'années, si on ne va pas dans le mur avant. Donc je pense pas que ce soit une bonne chose de s'isoler complètement des autres. De choisir ses interactions, bien sûr, de prendre des moments pour soi, bien sûr, mais pas de s'isoler complètement. Bref, passons à la deuxième histoire qu'on se raconte et qui est valorisée par la société. Je vois beaucoup ce phénomène, alors j'ai pas une phrase, mais c'est simplement un phénomène que je vois de plus en plus. C'est des gens qui ont envie, et j'en fais moi aussi partie à mon échelle, parfois on a envie de vivre dans un monde qui n'existe pas. Et on vit dans ce monde souvent par procuration. Par exemple, la van life. On regarde du contenu alors moi j'en consomme pas spécialement, donc c'est pas très pertinent de dire on, mais je vais quand même m'inclure dedans. On regarde du contenu type van life parce que voilà, on a envie de vivre ces émotions par procuration. La culture gaming aussi, dans laquelle je suis peut-être un petit peu plus, même si je vois pas forcément beaucoup de contenu là-dessus. Mais voilà, j'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo, encore aujourd'hui, même si je joue moins, toujours aimé cette culture-là. Donc, après une journée de taf, on a envie de s'évader à l'intérieur de son monde merveilleux, de son jeu vidéo. Je ne sais pas si tu joues toi-même aux jeux vidéo, mais alors j'avais lu un article là-dessus qui était très intéressant et qui disait qu'en gros, une personne qui a envie de s'évader, souvent, il est possible qu'elle ait en fait deux chemins possibles. Soit elle a envie de s'évader dans un monde merveilleux, ce qui est plutôt mon cas. Quand j'ai cette envie-là, c'est plutôt dans un monde merveilleux où il n'y a aucun problème, très coloré, très joyeux, très machin. Et d'ailleurs, on peut noter que pendant le Covid, il y a eu une recrudescence. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le jeu Animal Crossing, qui est exactement ce que je viens de te décrire là, ce fameux monde merveilleux dans lequel tout est beau, tout est rose. Mais il y a aussi des gens qui, visiblement, ont besoin de s'enfermer dans des jeux vidéo où ils vont vraiment avoir besoin ou envie de démonter des trucs. Genre démonter du zombie, par exemple, tu vois. Et alors, de ce que j'ai compris de cette psychologie, vu que je ne l'expérimente pas moi-même, c'est un peu plus difficile de me mettre dans leur basket. Mais ayant un pote qui est comme ça, je vois bien que chez lui, ça a un peu ce truc-là. C'est qu'on s'enferme dans un monde où on va dézinguer du zombie, par exemple, pour avoir quelque chose sur lequel taper, comme si c'était ce truc-là qui était à la cause de nos problèmes. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais je pense que tu vois bien le cheminement. D'autres mondes qui n'existent pas réellement et dont on va avoir envie, dans lesquels on va avoir envie de s'évader souvent par procuration, le Japon. Alors, tu vas me dire, oui, mais le Japon, ça existe vraiment. C'est vrai, le Japon, ça existe vraiment. Mais on a toute une version romancée qui existe sur les réseaux sociaux du Japon, beaucoup avec les sakuras, beaucoup avec les cérémonies du thé, etc. Évidemment, ce sont des choses qui existent dans la vie réelle, mais personne ne vit sa vie de cette manière-là. Et d'ailleurs, en parlant du Japon, il y a aussi toute la culture voiture au Japon. Donc les drifts, les voitures totalement modifiées. D'ailleurs, j'ai vu des contenus aussi où c'est des Japonais qui sont dans des grands garages avec full voitures modifiées, des néons partout, et en fait, ils passent leur soirée à jouer à la PlayStation 1 sur des jeux comme Gran Turismo, donc des jeux de voitures. Voilà. En fait, personne ne vit sa vie comme ça. Ça, c'est de la pure et simple mise en scène, mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Voilà. Donc pourquoi est-ce que ça fait fantasmer ? Je pense que, en fait, j'ai déjà un peu répondu à la question. C'est que je pense qu'on a un fort besoin d'évasion. Ça d'ailleurs, j'ai du mal à savoir, je veux bien ton avis en commentaire, je veux bien également ton avis en commentaire sur d'autres thématiques que j'ai abordées, mais ça m'intéresse particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, notre besoin d'évasion, donc dans notre époque, depuis environ 5 ans peut-être, notre besoin d'évasion, il est vraiment très exacerbé. Et voilà, et je ne sais pas si c'est vraiment dû à notre époque ou si c'était déjà le cas avant. Moi, j'ai l'impression que
en bon être humain, on a toujours eu besoin de s'évader, c'est bien normal, sortir de temps en temps de notre quotidien, mais j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus fort en ce moment. Ce que j'ai l'impression en tout cas, c'est qu'on va combler ce besoin en partie en consommant du contenu sur les réseaux sociaux, donc qui vont nous amener vers ces imaginaires qui, par définition, n'existent pas, qui vont nous amener avec eux dans la van life, qui vont nous amener avec eux au Japon, dans la culture street cars au Japon, etc. En fait, c'est devenu ultra facile avec les réseaux sociaux de s'évader depuis notre lit, notre canapé ou nos chiottes. Et donc, on le fait sans cesse. Et donc, au lieu de passer notre temps à vivre notre vie, on passe notre temps à vivre par procuration la vie d'un autre qui, elle, n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vie réelle, ce sont des mises en scène. Voilà, c'est là-dessus que je voulais un petit peu appuyer. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'évasion ? J'imagine parce qu'on veut fuir notre quotidien, parce que ce qu'on veut en fait, c'est fuir nos problèmes. Pendant au moins un petit moment, on a envie de s'anesthésier pour être dans ce monde qui nous fait kiffer et pour oublier un petit peu tous nos problèmes, tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est lié à notre époque aujourd'hui ? C'est la question que j'ai envie de te poser. Alors, quels sont les problèmes potentiels que je vois à cette vision du monde ? C'est que souvent, on va présenter que les avantages et rarement les inconvénients. Et le meilleur exemple de ça, c'est la van life. Et j'ai fait une semaine de van life, puisque j'ai des potes qui ont un van, et donc je suis parti en vacances avec eux, et j'ai vu ce que c'était la réalité de la van life. Et je te jure que la réalité de la van life, ce n'est absolument pas le romantisme, les paysages au lever de soleil, etc. La réalité de la van life, c'est aussi beaucoup de questions sur où est-ce qu'on va dormir ce soir. Pour faire la vaisselle, c'est ultra chiant. Bon, déjà, il faut aller recharger son eau et faire la vaisselle dans un van. Si tu l'as déjà fait, tu sais que tu te pètes le dos, tu te pètes la nuque. T'as pas beaucoup de place pour mettre les couverts, les assiettes, etc. Prendre sa douche, voilà, il faut. Alors, soit tu vas poser ton van dans un camping, mais si tu fais la vraie van life où tu vas vraiment aller dormir dehors, tu vois, à côté d'un lac ou que sais-je, eh ben, il faut remplir sa douche solaire, la laisser chauffer et ensuite tu te douches à poil à l'arrière de ton van. Voilà. Et en fait, là-dedans, il n'y a rien de glamour, il n'y a rien de romantique là-dedans, alors que l'essentiel de la van life, c'est ça. Ce moment où tu ouvres la fenêtre de ton van et où le lever de soleil est magnifique, ça dure 4 secondes. Voilà. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Et donc ça me fait encore une fois dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle on travaille plus notre paraître plutôt que notre être. Donc plutôt que de vivre un moment qui est agréable, on va tout faire pour qu'au moment où j'ouvre la fenêtre de mon van, la composition de l'image, donc le paysage, soit le plus beau possible. Alors que si ça se trouve, l'endroit où la personne s'est garée, c'est ultra impraticable, c'est pas du tout pratique, mais par contre, ça fait bien quand on ouvre la zipette de la fenêtre. Depuis 2015 environ, le Japon y mène une grosse campagne pour générer du tourisme. Voilà, donc ça fait 10 ans à peu près que le Japon a décidé de gagner de l'argent, plus d'argent grâce au tourisme. Et en fait, ça a marché de ouf. Ça a marché de ouf parce que effectivement avant, moi je me rappelle, vu que j'étais déjà culture Japon, lisant des mangas et jouant à des jeux vidéo, moi le Japon ça m'a toujours plus ou moins fait rêver. Mais je me rappelle qu'il y a 15 ans, quand je disais aux gens moi j'aimerais bien aller au Japon, et ben souvent les gens ils me disaient ah, le Japon moi ça m'attire pas. Mais aujourd'hui, demande à peu près n'importe quel Français si le Japon ça le fait rêver, il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Et ça en fait, c'est pas arrivé comme ça sur un claquement de doigts, c'est vraiment le Japon qui décide de mettre en place des campagnes de communication. Donc ça va passer par dans les films ou les séries qui sont au Japon, eh ben, ça va passer par avoir son œil dessus pour corriger un petit peu la direction artistique, voilà, mettre le paquet sur les cerisiers en fleurs, les fameux sakura, etc. Donc ça vient nourrir nos imaginaires collectifs, à nous, les Européens ou les Occidentaux, et donc ensuite on a envie de partir au Japon. De la même manière que je crois que Paris est encore aujourd'hui la ville la plus visitée du monde, et en fait si tu regardes comment les gens du monde entier en dehors des Français, voient Paris, bah, c'est une vision ultra romantique et ultra glamourisée, avec
que des immeubles haussmanniens, avec on va marcher ensemble sur les quais de Seine, on va visiter évidemment le Louvre et les jardins du Louvre, le jardin des Tuileries, la Tour Eiffel, en amoureux, main dans la main, etc. Voilà, c'est ça la vision de la plupart des gens de Paris. Pourtant, voilà, moi je suis français, souvent, je vais assez régulièrement à Paris, c'est pas du tout la vision que j'en ai une vision beaucoup plus réaliste. Donc c'est ce que le Japon a tenté de faire et ça marche. Ça marche. Le fait de faire des campagnes de communication pour donner envie aux gens d'aller dans un pays ou dans une ville, ça fonctionne. Et je pense que le problème principal de tout ça, c'est que on se compare. C'est qu'on va avoir tendance naturellement à comparer notre quotidien avec la vision de ce qu'on pense être le quotidien des autres. Ce quotidien du mec qui vit sa meilleure van life et qui ouvre sa fenêtre et qui voit les Dolomites au lever de soleil, ça donne envie. Et on pense que c'est ça son quotidien. Mais non, ça c'est juste la version mise en scène de son quotidien. Mais son quotidien, il est probablement tout autre, il a probablement les mêmes problèmes que toi, il a sûrement même des problèmes qui sont liés à son style de vie. Bref, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à comparer notre réalité à un film. Tu vois ce que je veux dire? On a, même dans nos relations, on a tendance, on va en reparler après, à comparer notre relation à la relation qui est décrite dans un film, ou même notre déco. Voilà, la déco de chez nous, on a tendance à la comparer à la déco des films, alors que la déco des films, par définition, c'est de la déco, c'est un plateau de tournage, c'est un studio. Donc on ne peut pas comparer son chez-soi à ce qui se passe sur un plateau de tournage, c'est pas possible. Voilà. Du coup, troisième histoire qu'on se raconte, valorisée par la société et qui nous fait du mal. Rencontrer l'âme sœur en se bousculant dans un magasin et tomber fou amoureux. Voilà. Ça, c'est la vision romancée de la relation du couple. Et c'est l'amour passionnel. Souvent, l'amour passionnel, il est représenté avec des très hauts et des très bas. Et donc, quand tu compares cet amour idéalisé, cet amour passionnel, où il y a beaucoup de très hauts et beaucoup de très bas, à ta propre relation dans la vraie vie, une relation que tu as déjà eue ou relation dans laquelle tu es actuellement, il y a de fortes chances que tu trouves que ta relation actuelle, elle a aucune saveur. Et c'est normal, puisque la vie, ce n'est pas un putain de plateau de tournage. Tu es en train de comparer ta propre existence et ta propre relation, qui est une relation réaliste, une relation humaine, avec un truc qui t'est servi, j'allais dire servi sur un plateau. C'est plutôt que c'est tourné sur un plateau où le jeu d'éclairage est parfait, où l'émotion est palpable, où on vit des expériences uniques à deux, où en fait tout est millimétré pour te faire kiffer, tout simplement. Et dans la vie, tu ne peux pas avoir ça. Il faut être OK avec ce truc-là. Donc pourquoi est-ce que cette vision du monde, elle fait fantasmer? Alors je pense probablement parce que nous, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est vivre des émotions. C'est ça qu'on veut en tant qu'être humain. On a beau dire, même moi je fais ce podcast pour tenter de réveiller un peu les consciences, de voir le monde d'une manière un peu différente, etc. Mais au fond, ce que je veux, c'est vivre des émotions positives, si possible. Donc c'est ça qu'on veut, nous, en tant qu'être humain. On en a marre de nos quotidiens qui sont trop lisses, on veut vivre des émotions fortes. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche bien, ce message-là. Et encore une fois, on veut s'évader. Donc quand on est en couple depuis un certain moment, une certaine forme de routine s'installe. Et donc nous, en tant qu'être humain, on a besoin de s'évader. Donc on va aller regarder d'autres couples ou voilà, fantasmer la vie des autres. Alors quels sont les problèmes potentiels à ce truc-là? Alors le premier truc qui m'est venu, que je trouve assez frappant, c'est que je trouve que la plupart des jeunes n'arrivent plus vraiment à se mettre en couple. Moi, j'entends beaucoup autour de moi, soit des gens qui vont dire « Non, mais de toute façon, je préfère me concentrer sur ma vie professionnelle », ou celui-là, il m'a fait assez mal quand je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes pensaient comme ça, ou c'est « J'ai peur de me mettre en couple parce que si jamais, à un moment, on n'est plus ensemble, disons dans 2 ans, on n'est plus ensemble, ça aurait été du temps perdu. » Alors je comprends la logique. Je comprends la logique de, du coup, j'ai perdu 2 ans de ma vie, c'est qu'en fait, c'était pas la bonne personne. Le problème de ce truc-là, c'est que tu ne pourras être bon en couple que si tu as des expériences et que tu tentes de t'améliorer avec ces expériences. Voilà, ça c'est ma vision des choses. Tu ne peux pas
arriver et être la personne parfaite pour l'autre, et l'autre est instantanément la personne parfaite pour toi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ultra clair, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut un starter au couple. Donc voilà, il faut que les deux se plaisent physiquement et mentalement. Mais ensuite, le couple, ça se travaille. Et je pense que je suis bien placé pour parler de ça, puisque moi-même, avant, je me disais non, non, l'âme sœur, voilà, c'est coup de foudre, et soit on est parfaitement compatible, soit on n'est pas parfaitement compatible. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je constate. Pour moi, le couple, c'est un truc qui se travaille. Donc, tu ne peux pas être la parfaite personne pour l'autre et inversement. C'est juste pas possible. Donc, il faut, entre guillemets, avoir de l'expérience. Donc, se mettre en couple avec quelqu'un et passer 2 ans avec cette personne, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps pendant lequel tu as compris des choses sur le couple et sur la psychologie humaine, et donc des erreurs que tu feras moins ou pas, ce que je te souhaite, dans ta prochaine relation. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout du temps perdu. Souvent, chez les gens qui sont aussi sur les applis de rencontres, ce que je constate, c'est que à partir du moment où il y a une petite embrouille dans un nouveau couple, le fait que les deux soient restés connectés sur leurs applis de rencontres, à un moment, voilà, tu t'engueules avec ta copine ou avec ton copain, vous allez bouder dans votre coin, les deux vont lancer Tinder, et là, ils vont voir qu'il y a des matchs dans tous les sens, surtout pour la femme. Et du coup, c'est tentant d'aller voir ailleurs. Parce que tu vois qu'il y a des mecs plus beaux les uns que les autres, qui ont l'air plus intéressants, plus successful les uns que les autres. Et toi, t'as le gars avec qui tu viens de te prendre le chou dans la pièce à côté. Donc, t'as envie d'aller voir ailleurs, et c'est normal. Et ça, c'est un truc que moi, à l'époque où j'étais étudiant, les applis de rencontre, ça n'existait pas, ou alors très peu. Donc, on était un peu moins confronté à ce truc-là. Et je pense que c'était une bonne chose, le fait de ne pas avoir en permanence l'embarras du choix. Je pense que c'était une bonne chose. Bref, le fait de multiplier les expériences, si ça rend des gens heureux, si ça rend les gens heureux, très bien. Mais voilà, si je me suis permis de faire un petit peu tout ce laïus là-dessus, c'est parce que c'est pas ce que je constate. Je constate pas que les gens sont plus heureux parce qu'ils multiplient les expériences, bien au contraire. Bon, celle-là, je l'ai écrite clairement pour moi, même si voilà, je me sens, je m'auto-vise aussi dans les autres un petit peu, mais celle-là, elle est particulièrement pour moi. C'est, tu dois travailler dur et tu dois être productif tous les jours et tout le temps. Voilà. J'en fais encore parfaitement les frais. D'ailleurs, j'ai un petit exemple avec ça. Pendant ces 10 dernières années, j'allais dire la plupart, mais non, en fait, tous les livres que je lisais étaient des livres de non-fiction. Donc en gros, c'est des livres où tu apprends des trucs. D'ailleurs, je t'ai fait un épisode sur le top 3 des livres qui ont changé ma vie. Ce ne sont que des livres de non-fiction. Il n'y a pas d'histoire. C'est des trucs où on apprend des compétences sur l'argent, sur les relations, sur l'énergie au sens physique du terme. Voilà, il y a plein de choses, des livres de non-fiction. Je ne lis que ça depuis plus de 10 ans. Et là, en fait, depuis quelques temps, je me suis remis à lire des livres de fiction, donc des livres d'histoire, hein, tout simplement des romans, si tu veux. Et en fait, j'en lisais beaucoup quand j'étais petit, avant l'apparition d'Internet. Ensuite, j'ai arrêté. Pendant un moment, j'ai pas lu. Ensuite, j'ai lu que des livres de non-fiction. Et maintenant, je relis des livres avec des histoires. Et en fait, je kiffe. Mais je pense que si je le faisais pas, c'est parce que je me disais que lire un livre avec une histoire, je voyais pas l'intérêt. C'est un peu comme regarder une série ou un film, c'est bien, mais c'est bien 1 heure, pas plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, j'ai repris goût à la lecture de fiction et d'histoire, et je le prends simplement comme un bon moment. Et je suis pas tout de suite, et là on met tout de suite le doigt sur le problème principal, je pense, de ça. Je suis pas tout de suite en train de culpabiliser, en train de me dire, merde, je viens de lire pendant 2 heures un bouquin, et en fait, j'ai rien fait de productif. La vie, ce n'est pas la productivité. Ça, c'est le système capitaliste qui veut la productivité sans cesse. Mais l'être humain, lui, il veut pas être productif tout le temps. Il a besoin de plein de choses. Il a besoin de loisirs, il a besoin de se divertir, il a besoin de se reposer. Et donc, la lecture de fiction, c'est un plaisir pour moi. Et pendant trop longtemps, je l'ai mis de côté, alors que là, en 2 jours, j'ai dégommé un livre de 300 pages, alors que pour moi, avant, c'était impossible. Les gens qui lisaient un livre de 300 pages en 2 jours, voire même en un jour, je me disais toujours qu'ils mentaient, que c'était pas possible. Mais en fait, si, j'ai constaté, c'est tout à fait possible. On peut lire un livre en 6 heures, c'est pas un problème. Pourquoi ça fait fantasmer ce côté tu dois travailler dur et tu dois être productif? Parce que, alors, selon moi, parce que dans notre société, celui qui travaille peu
ou qui fait un travail facile, et en plus, surtout s'il gagne bien sa vie, il n'a pas de mérite. Et nous, en bon être humain, on a besoin de faire croire aux autres, selon l'histoire générale qu'on se raconte entre nous, on a besoin de faire croire que si on gagne de l'argent, surtout si on gagne bien notre vie, on a besoin de montrer qu'on travaille dur. C'est pas du tout valorisé. C'est pas du tout valorisé le fait de dire moi je travaille peu et juste je travaille intelligemment et je gagne très bien ma vie. Ça c'est très très mal vu. Je sais pas si c'est aussi mal vu dans d'autres pays, mais en tout cas ici en France c'est assez mal vu. Donc nous on va beaucoup plus valoriser la personne qui s'éreinte vraiment la gueule au travail et surtout s'il le fait en silence pendant longtemps. Ça c'est très valorisé. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans, j'ai bossé dur, j'ai volé personne, et en plus, je me suis jamais plaint. Voilà, ça, c'est très valorisé dans la société. Alors, quels sont les problèmes potentiels ? Eh ben, le problème potentiel, je t'en ai déjà parlé, c'est la culpabilité. C'est le fait que si tu n'es pas tout le temps productif, ou si tu n'es pas tout le temps en train de bosser dur, tu peux culpabiliser, et en fait, ça te fait juste pas avancer. Pour moi, le problème, c'est pas de ressentir de la culpabilité, c'est juste que il faut être OK avec le fait de se dire je suis pas une machine, je suis pas né pour performer. Je suis né pour profiter de mon temps de vie sur Terre. Évidemment, je peux servir aux autres pour que eux aussi atteignent le bonheur, en quelque sorte, si je schématise un petit peu. Mais voilà, je pense que ce message nous fait plus de mal que de bien. Autre question que j'ai envie de te poser, surtout après l'épisode, alors pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, est-ce qu'on doit encore travailler dur ? Avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, non plutôt. Je comprends bien qu'il y a 1000 ans, on devait travailler dur. Alors peut-être pas tout le monde, mais une grosse partie des gens devaient travailler dur, puisque par définition, un être humain, ça a besoin de boire, de manger et de dormir. Donc ça veut dire qu'au moins pour manger, il faut qu'il y ait suffisamment d'humains sur cette terre qui cultivent la terre pour nous donner à manger. Mais aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, les tracteurs, les machines et même les intelligences artificielles, est-ce qu'on est censé encore tous travailler et pire, travailler dur ? Voilà. Petite question, je te laisse aller voir mon autre épisode si tu veux que je te donne des bribes de réponses. Et autre question, est-ce qu'on doit encore aujourd'hui être productif en tant qu'employé ? Parce que être productif ou de plus en plus productif, ça veut dire toujours ramener plus de croissance. Et est-ce que ramener toujours plus de croissance, est-ce que c'est une bonne chose ? On en a parlé aussi déjà dans certains contenus, mais qui dit toujours plus de croissance dit toujours plus de création, plus de chaises, plus de tables, plus de brosses à dents, plus de voitures, plus de tout. Et qui dit plus de chaises, de tables, de brosses à dents et de t-shirts dit plus de consommation de choses. On consomme plus de pétrole, plus d'énergie au sens large, plus d'électricité, plus de coton, plus de plastique, plus de fer, plus de tout. Et ça, en fait, mathématiquement, c'est pas possible. La Terre, elle n'invente pas des mines de fer, des mines de cuivre et des gisements de pétrole toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, en fait, on est en train d'épuiser nos ressources. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de viser la croissance ? Donc, question initiale, est-ce que c'est une bonne chose d'être encore productif aujourd'hui ? Voilà. Comme d'habitude, ce podcast soulève plus de réponses que de questions. 5e histoire qu'on se raconte en tant que société, la réussite, c'est l'argent. Alors, on peut également réussir dans d'autres domaines que dans l'argent. On peut réussir dans le sport, on peut réussir dans sa position sociale. Mais j'ai l'impression que les gens ont intériorisé, et je plaide coupable moi aussi, que les gens ont intériorisé le fait que l'argent, c'est le dénominateur commun de tout. En gros, et ça rejoint la réponse à la question pourquoi est-ce que ça fait fantasmer. En gros, plus tu as d'argent, plus ça signifie aux yeux des autres que tu as réussi. Et ça, c'est le raccourci Mario Kart ultime qu'on a réussi à nous mettre dans notre tête. Parce qu'on se dit que quelqu'un qui a l'argent, c'est qu'il est forcément bon et forcément reconnu, puisqu'il a réussi à amasser de l'argent. J'ai l'impression que tout le monde a intériorisé cette histoire-là. Alors, quels sont les problèmes potentiels que je vois au fait d'associer aussi fortement réussite et argent ? Et en fait, c'est que tu peux être extrêmement bon et reconnu dans un domaine sans pour autant vouloir transformer cette reconnaissance en argent. Tu peux très bien être excellent dans un domaine sans avoir les moyens financiers qui vont avec ta réussite. C'est tout à fait possible. Donc, soit parce que tu ne sais pas monétiser ça, soit parce que tu ne veux pas monétiser ça. Ensuite,
j'en ai parlé dans un contenu court sur Insta et en YouTube Shorts, contenu sur la croissance, c'est parce que courir après l'argent, souvent, en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on veut courir, entre guillemets, après l'argent pour les bénéfices que l'argent procure. Donc les bénéfices, c'est-à-dire par exemple les biens matériels, mais le fait que une fois qu'on aura de l'argent, on aura potentiellement plus de temps libre parce qu'on pourra travailler moins, etc. Alors même que parfois, on a déjà les bénéfices liés à l'argent. Par exemple, alors évidemment pas les bénéfices liés aux biens matériels, mais par exemple les bénéfices liés au temps. Ça me fait penser à ce contenu, peut-être que tu l'as déjà vu passer avec le pêcheur. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Et ensuite, je pense que le dernier problème potentiel que je vois à ce truc-là, c'est que l'argent, un peu comme le chocolat au lait, ça a vraiment un goût de reviens-y. Une fois que tu y as goûté, c'est vrai que c'est difficile de dire non une deuxième fournée. Bref. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, je pense que tu as compris. Alors, sixième et dernier point avant que je te livre deux autres petits points dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer, mais que je n'ai pas trouvé trop comment placer dans cet épisode, et surtout, avant que je te fasse part de mes grandes conclusions, quels sont les patterns que j'ai décelés de toutes ces grandes histoires que la société nous raconte et qui sont valorisées. Alors, numéro 6, c'est la morning routine. La morning routine, tu sais, c'est le fait de voir quelqu'un être successful sur Internet, nous partager ce qu'il fait le matin. Par exemple, je me lève à 5 heures, je prends une douche froide, je lis un livre et ensuite je vais au sport et c'est seulement là que ma journée commence. Je me mets j'écris pendant 2 heures ensuite, etc. D'ailleurs, ça rejoint la morning routine que je viens de te partager là, elle rejoint un petit peu le fait de je travaille dur, tu vois, puisque je me lève tôt, je m'inflige une douche froide et je vais au sport. Voilà, ça, tout est un petit peu lié. Ah, évidemment, il y a d'autres morning routines. Je me lève sans réveil, je vais faire du yoga ou du pilates, ensuite je vais profiter un petit peu de la nature, etc. Pourquoi est-ce que les morning routines, ça fait fantasmer, je pense ? J'ai l'impression que, parce qu'on pense que si on copie-colle la morning routine de quelqu'un, ensuite, nous, on va bénéficier des mêmes bénéfices. C'est-à-dire, on aura la même énergie, les mêmes idées, le même lifestyle et donc les mêmes résultats. Quels sont les problèmes potentiels que je vois à tout ça ? Tout simplement, copier la morning routine de quelqu'un, je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Voilà, donc tu l'auras compris, moi je ne suis pas un grand fan des morning routines. J'ai un peu l'impression que les gens voient ça comme un code, comme si on était dans un jeu vidéo. Voilà, tu fais haut triangle, bas croix, gauche L1, droite R1, et ça y est, tu as les mêmes résultats, tu es aussi successful que machin. La vie, ça marche pas comme ça. C'est pas un jeu vidéo, il n'y a pas de code. Et j'ai l'impression que si les gens veulent ces raccourcis, c'est parce qu'en fait, ils veulent un truc, hop, clé en main, à mettre facilement en place pour avoir le succès qu'ils pensent mériter. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, je te spoil la vie. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des méthodes. Voilà, c'est mettre en place des méthodes et pas des morning routines à copier-coller bêtement. Mettre en place des méthodes. Si toi, demain, tu me dis « je veux écrire un livre », eh ben, il faut que tu sois méthodique, que tu mettes une méthode d'écriture en place. C'est-à-dire que chaque jour, ou en tout cas le plus souvent possible, tu puisses puiser l'inspiration dans des contenus qui t'inspirent, qui te donnent envie d'écrire. Ensuite, il faut te mettre une routine, et pas une morning routine, d'écriture, en te disant, par exemple, moi, tous les jours, de 10h à 11h, c'est vraiment le minimum. Il faut que j'écrive au moins 1 heure. Tu peux te mettre une deadline aussi, ça marche très bien pour avancer dans ces projets. En fait, de te mettre une deadline. Moi, en ce moment, je me dis, tous les jeudis,
je te sors un épisode de podcast, d'ailleurs il y en a un qui est sorti il y a 41 minutes là normalement, le fait que chaque jeudi j'ai ma deadline, ça me pousse au cul, tu vois. Donc désolé de te le dire, mais il n'y a pas de raccourci Mario Kart pour avoir les résultats qu'un autre. Il faut mettre en place une méthode logique et adaptée à tes besoins. C'est bien ça le plus important, qui est adapté à tes besoins, puisque autre problème potentiel de la morning routine, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes problèmes et les mêmes désirs. Et donc, la personne qui a mis en place sa routine matinale préférée, si ça se trouve, elle, c'est une personne, je ne sais pas, qui est très introvertie. Donc, cette routine yoga, connexion, solo avec la nature, ça marche très bien pour elle, mais peut-être que toi, tu es extraverti. Peut-être que toi, ce qui te ferait du bien, ce serait d'aller dans un café et de papoter avec des gens, tu vois. Donc, tu ne peux pas juste copier la morning routine de quelqu'un en espérant avoir les mêmes résultats. Je pense que tu te mets le doigt dans l'œil. Alors, deux autres, avant de te livrer mes grandes conclusions sur tout ça, deux autres exemples que j'ai pas pris le temps de traiter, qui rejoignent un peu tout ce qu'on a dit. Il y a le côté, j'étais SDF et maintenant je suis multimillionnaire. Voilà, grosse histoire qu'on aime bien se raconter. Le gars pouvait pas nous dire juste qu'il était salarié avant et qu'il est devenu multimillionnaire. Non, il doit vraiment faire ce gros crack boursier de j'étais SDF et maintenant je suis multimillionnaire. Ou encore, tout le monde me disait que j'y arriverais pas. Alors, quand je regarde là, avis personnel, et non pas basé sur une étude scientifique, à moi, à chaque fois que j'ai voulu lancer un projet, les gens m'ont pas sauté à la gorge direct en me disant « c'est de la merde, je pense que tu n'y arriveras pas ». Personne me dit ça. Les gens me disent juste « ah, t'as envie de lancer ton podcast ? Ben cool, je vais regarder les épisodes ». Voilà, c'est tout. J'ai pas l'impression que les gens soient sur mon dos en train de me dire « c'est de la merde, ton projet, ça va pas marcher ». Donc voilà, peut-être que c'est juste moi. Mais j'ai l'impression qu'on aime bien quand même appuyer là-dessus en disant ça a marché pour moi alors que personne n'y croyait au début. Ça, c'est un truc qu'on aime bien. Et le dernier, c'est la fameuse phrase de Dev Perso, deviens 1% meilleur chaque jour. C'est littéralement impossible. Devenir 1% meilleur chaque jour, c'est littéralement impossible. Pourtant, j'adore apprendre des trucs, j'adore évoluer, j'adore comprendre. Mais devenir 1% meilleur chaque jour, ça a l'air bête sur le papier. Mais en fait, c'est juste pas possible. Alors, j'ai pas fait le calcul mathématique, mais le truc, c'est que si au jour J, tu es 100% de toi-même, c'est logique. Demain, tu es 101%, après, tu es 102%, puis 103%, mais en fait, c'est même pas ça, puisqu'il y a bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon je risque de te perdre, mais il y a une espèce de truc de les intérêts composés. Puisque si demain, tu es 101%, le surlendemain, tu es 1% de plus de 101%. Donc tu n'es pas 102, tu es 102, quelque chose. Donc en fait, au bout du 100e jour, tu es censé être 2 fois meilleur. C'est pas possible, même moins que le 100e jour. C'est pas possible d'être 2 fois meilleur dans tout en 100 jours. C'est juste pas possible. Voilà. Il fallait que je la place quelque part, celle-là. Alors pourquoi la société valorise ces histoires ? Voilà. Nous, on arrive dans les grands patterns, les grandes conclusions. Pourquoi est-ce que la société et donc par extension les gens, pourquoi est-ce qu'on valorise ces histoires ? En voilà une bonne question, Thierry. Je pense parce que ces histoires, elles alimentent les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Et donc les histoires qui forgent notre identité, qui on est. Et ça, en fait, les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, ça peut être des vraies forces comme ça peut être des vraies faiblesses. Par exemple, si toi, depuis tout petit, moi par exemple, quand j'étais petit à l'école, j'étais très fort en maths. Et donc, je me disais, l'histoire que je me racontais sur moi, c'est que je suis quelqu'un de cartésien, je suis quelqu'un de scientifique. Donc, la force de cette histoire que je me racontais, c'est que quand un problème mathématique arrive à moi, j'ai pas peur. Au contraire, je me dis, je vais arriver à le résoudre. Alors que la personne qui se dit depuis tout petit, moi je suis nul en maths, si tu lui présentes les choses comme un problème mathématique, tout de suite elle va se mettre à stresser, et là c'est mort. D'ailleurs, on a... donc la faiblesse de... Ouais, j'ai trop de choses à dire. La faiblesse de tout ça, et cette fille qui n'aime pas les maths. Alors la faiblesse de tout ça, c'est que si on m'avait dit qu'un jour j'écrirais du contenu, j'y aurais pas cru. J'aurais pas cru qu'un jour une partie de mon job ce serait d'écrire des vidéos, d'écrire des podcasts, d'écrire des formats courts, alors qu'en fait j'adorais ça l'écriture, mais je me suis toujours vu comme un scientifique. Donc il faut oser dépasser le cadre de l'histoire qu'on se raconte nous-mêmes. Et donc la deuxième chose, c'est on a fait une expérience, alors je saurais plus exactement te dire en quels termes, mais en gros il y avait un dessin qu'on a demandé à reproduire à des petits garçons et à des petites filles.
Et on leur a présenté, donc dans des classes différentes, on leur présentait ça comme un problème, comme deux problèmes différents. Dans un cas, on disait « ceci est une forme géométrique et il faut la reproduire ». Et dans un cas, on disait « ceci est un dessin et il faut le reproduire ». Et les résultats étaient assez affligeants. C'est que quand on a présenté les choses comme c'est une forme géométrique, ben c'est plutôt les garçons qui arrivaient à bien le reproduire. Alors que quand on présentait ça comme ceci est un dessin qu'il faut reproduire, ben c'est plutôt les filles qui arrivaient à bien le reproduire. Alors que c'était littéralement la même putain de forme. C'est ça qui est incroyable. Donc ça pourrait nous laisser dire que ce message, c'est aussi une histoire que la société nous raconte. Le fait que les petits garçons sont plus logiques et plus forts en maths et les petites filles sont plus faits pour d'autres tâches, peu importe, ça pourrait nous laisser penser qu'en fait, rien que le fait de dire ça, ça conditionne automatiquement les petits garçons à être forts en maths et les petites filles à être moins fortes en maths et inversement. Ce qui m'amène aussi à penser que tu connais l'expression femme au volant, me retournant. Voilà. Beaucoup de gens pensent ou pensaient que les femmes étaient naturellement moins douées que les hommes pour conduire. Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est simplement que comme nous les hommes, on a répété ça des dizaines et des centaines de fois, mais en fait, les femmes ont intériorisé le fait qu'elles étaient moins bonnes au volant. D'ailleurs, je le vois bien sur Valorant, jeu sur ordinateur qui existe aussi maintenant sur console, un jeu de tir, un FPS. Moi, c'est vrai que naturellement, je me disais, les femmes sont pas faites pour ça. Mais en fait, quand je vois le niveau féminin, il est stratosphérique. Il y a énormément de femmes qui me démontent sur ce jeu. Donc voilà pourquoi je pense que ces histoires peuvent nous faire du bien d'un côté, mais également nous faire du mal. Donc je t'invite à te poser les questions. Quelles sont les histoires que tu te racontes sur toi-même? Et en quoi est-ce qu'elles t'aident? Donc en quoi est-ce qu'elles créent chez toi des croyances aidantes, mais également en quoi est-ce qu'elles te limitent? Donc en quoi est-ce qu'elles créent chez toi des croyances limitantes? Je peux te donner un dernier exemple sur moi que j'avais préparé. Si le contenu là que je suis en train de te faire, donc ce podcast, s'il est facile à produire et surtout s'il me rapporte beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, voire même à un moment directement ou indirectement de l'argent, moi je ne vais pas me sentir légitime. Donc au moment où je l'ai écrit, je vois bien que je faisais tout pour qu'il soit difficile à produire, que le plan soit compliqué, que je trouve vraiment plus d'exemples, plus d'arguments, plus de ceci, plus de cela, tu vois. Et donc pour moi c'est vraiment difficile. Alors c'est facile de faire du contenu qui est structuré, parce que je me l'impose inconsciemment, mais c'est difficile un petit peu de me lâcher la grappe. Bon, de tout ça, quels sont les grands constats, grandes conclusions que je fais, ainsi que quelques solutions, pistes de solutions plutôt que je te propose. Alors déjà, les constats, c'est que on déglamourise la vie normale, si je peux employer ce terme, au profit des grosses mises en scène, parce que c'est plus vendeur. Le setup cinématographique, éclairage sur le visage parfait, les Dolomites au petit matin, etc. Voilà, tout ça, c'est ultra glamourisé. Donc, la vie normale, la vie réelle, les corps normaux, tout ça, c'est déglamourisé et ça devrait pas. Autre constat, notre époque, ou peut-être pas notre époque, je sais pas, à toi de me dire, on a un énorme besoin de s'évader. Je pense parce que on a besoin de ressentir plus. On a besoin de ressentir plus d'émotions. Et que je pense que une des causes de tout ça, c'est que comme on est dans un monde, pour moi, on est dans l'ère de la dopamine. C'est que aujourd'hui, ça va pas bien, tu veux esquiver un problème. Le premier truc que tu fais, c'est que tu prends ton truc là, et puis tu vas scroller sur Instagram ou sur TikTok ou sur que sais-je, et tu vas prendre plein de shots de dopamine qui vont te faire du bien. Le problème, c'est que plus tu as de dopamine, plus tu te désensibilises à la dopamine. Donc après, c'est plus difficile pour toi de ressentir des émotions. Et donc, tu vas devoir aller chercher des émotions de plus en plus fortes, de plus en plus extrêmes. Voilà. Est-ce que c'est propre à notre époque? Je ne sais pas. En tout cas, on vit beaucoup, vu qu'on a ce besoin d'évasion, on vit beaucoup par procuration, on vit beaucoup la vie des autres par procuration. Et en fait, idem, avec les réseaux sociaux, c'est facilité. Parce que vivre par procuration la vie d'un autre il y a 50 ans, je ne sais pas si tu voulais aller le voir faire une compétition de judo et gagner, pour ressentir ce plaisir de gagner avec lui par procuration, tu devais te déplacer et tu devais passer 2 heures à côté du tatami. Aujourd'hui, tu te mets dans ton canapé, tu scrolles et tu vis par procuration. Et tout ça, c'est exacerbé par un truc sur lequel je pense qu'un jour je ferai un épisode entier de podcast. C'est ce que j'appelle la partie émergée de l'iceberg. C'est que dans la vie d'une personne, donc imagine un iceberg, dans la vie d'une personne, cette personne, elle va partager que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les mieux, les victoires,
les succès, le moment où il est le plus beau ou la plus belle. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne vois que la partie la plus brillante de toutes les facettes d'une personnalité. Mais tu ne vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Ce qui fait que si tout le monde fait ça, et la plupart des gens font ça, quand tu scrolles 1 heure sur les réseaux sociaux, ta confiance en toi finit par se détruire, puisque tu compares ta propre réalité, donc l'intégralité de ton iceberg, avec la partie émergée de l'iceberg des autres. Et donc ça, c'est ultra difficile pour la confiance en soi, évidemment. Surtout que dans beaucoup de contenus, c'est des contenus qui sont mis en scène, avec des rendus cinématographiques impossibles à reproduire dans la vraie vie, etc., etc. Bref, on en a déjà parlé. Donc je peux t'en faire un épisode à part entière, si jamais ça t'intéresse, qu'on parle de ça. Comparer sa propre vie à la partie émergée de l'iceberg des autres, eh bien, tu peux me le dire. Quelles sont les solutions que je préconise face à tout ça? Eh bien, pour moi, on devrait glamouriser la réalité et non pas la mise en scène. Donc par exemple, on devrait arrêter ou au moins freiner les filtres. Moi, quand je te fais des contenus courts, je me mets pas de filtre sur la gueule. Alors peut-être qu'à des moments, peut-être que petite perte de confiance en moi, peut-être que je vais en mettre. Voilà, je sais pas. Mais aujourd'hui, je ne me mets pas de filtre sur la gueule dans mes stories ou dans mes contenus courts. Peut-être aussi éviter les retouches à outrance, peut-être aussi éviter les chirurgies, voilà, ce genre de choses. Glamourisons la réalité telle qu'elle est. Et enfin, je t'invite, plutôt qu'à vivre par procuration le quotidien des autres, je t'invite à créer le quotidien dont tu rêves. Pas le quotidien cinématographique qui est impossible à tenir et qui n'existe pas, mais bien le vrai quotidien, avec ses avantages et ses inconvénients, mais un quotidien qui est réaliste, possible à tenir sur la durée et qui t'apporte de la positivité. Pas forcément des émotions en permanence ultra fortes, qui de toute façon dit émotion ultra forte dit aussi émotion très négative, mais un quotidien positif. Voilà. Peut-être un fleuve un peu plus tranquille, mais quand même dans le positif. Voilà, c'est ce que je t'invite à faire, à te créer le quotidien dont tu rêves plutôt que de le vivre par procuration. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à aller regarder les techniques marketing qui m'énervent. C'est l'épisode qui est sorti il y a 54 minutes maintenant. C'était Nakama Chris et moi je te dis à bientôt.